Mdina, ancienne capitale de l'île de Malte, se dresse sur un promontoire rocheux triangulaire. Outre ses remparts, ses parois sont tellement raides qu'elles offrent une protection sans égale contre d'éventuels envahisseurs. Au pied de ce plateau et des remparts, un petit parc sépare l'ancienne capitale de Malte d'une vaste plaine fertile où trône la ville de Rabat. Le pont surplombant l'ancienne douve conduit le visiteur devant un impressionnant portail construit sur l'ordre du grand maître Manuel de Villena au XVIIIe siècle. Ce portail est orné de bas-reliefs, des représentations de l'apôtre Paul, des saints, ainsi que des blasons, des bannières, des armes, des instruments de musique et des pièces d'armure en relief. À droite de la porte de Mdina se dresse le palais Villena. Conçu pour être le palais du grand maître, l'architecte maltais Giovanni Barbara le réalisa en 1733. En 1909, il devint un hôpital et abrite aujourd'hui le musée d'histoire naturelle. La lanterne bleue du poste de police éclaire la tour du vieil étendard qui date du XVIe siècle. La cathédrale, dédiée à Saint-Pierre et à Saint-Paul, a été construite par l'architecte maltais Lorenzo Gaffa. Elle fut bâtie en 5 ans, mais après la Deuxième Guerre mondiale, la coupole dut être reconstruite. 2 canons de bronze du début du XVIIe siècle montent la garde à l'entrée de la cathédrale. Sur l'insistance du gouverneur de l'époque, ils furent rapportés à Malte de Londres en 1888. Deux artistes siciliens, Vincenzo et Antonio Mano, sont à l'origine des fresques décorant le plafond de la cathédrale qui représentent des scènes de la vie des 2 saints patrons. Le sol de la cathédrale est constitué d'une mosaïque de pierres tombales en marbre coloré, tout comme dans la cathédrale des Chevaliers de la Croix de Saint-Jean à La Valette.
Aucun chevalier n'est enterré à cet endroit, mais bien des membres de la noblesse locale de Malte. Point culminant à tous les points de vue, le dôme impressionnant que l'on reconnaît aisément dans le ciel de Mdina est considéré comme le chef-d'œuvre de Gaffa. L'intérieur du dôme fut peint par Mario Caffaro Roré en 1955. Au-dessus de l'autel se trouve une icône très rare datant du XVe siècle représentant la Vierge à l'enfant. Le motif, inspiré de l'Égypte copte, ne se retrouve que dans les œuvres d'art italo-byzantines auxquelles appartient cette icône. Le musée de la cathédrale fut construit à la fin du XVIIIe siècle en style baroque et possède une belle collection de gravures émaillées en cuivre et de bois gravé d'Albrecht Dürer. Parmi les plus anciens trésors du musée figure un manuscrit de la Bible sur parchemin du XIIe siècle, ainsi que 5 recueils illustrés de psaumes datant du XVIe. Un polyptyque constitue la pièce maîtresse de la collection de peintures de la période du XVe au XIXe siècle. Il représente l'intronisation de Saint Paul et 8 événements miraculeux de la même époque. Il s'agit d'une œuvre espagnole datant du début du XVe siècle. La collection des cuivres et des bois gravés de Dürer fut léguée, tout comme bon nombre d'autres pièces, par le comte Salviero Marchese, dont la famille est venue s'établir à Malte au XVIIe siècle.
Peu étendue, Mdina se prête à la flânerie. Nul autre lieu ne recèle une telle richesse historique. Palais, cathédrales, églises, musées, couvents, petites places et demeures de l'aristocratie maltaise se côtoient au sein de remparts eux-mêmes fortifiés de douves à sec. Mdina a toutes les apparences d'un musée de plein air, même si elle compte une population de 900 habitants. Comme la circulation automobile y est pratiquement interdite, il règne sur ce site une telle tranquillité, d'après les insulaires, qu'on appelle désormais Mdina la cité silencieuse. The red light of a sun slowly descending. The sky is all I see. Depuis le mur d'enceinte se déploie un panorama saisissant sur la moitié de l'île, vers le grand port et le dôme de Mosta. La silhouette majestueuse de la ville est visible de presque partout. With the leaves, the weather turns colder, but as long as we believe, love doesn't get older. We could fly, you and I. So much to see. When the sky is dark, you'll be right here with me. Right here with me. De nombreux restaurants sont installés dans les anciens palais seigneuriaux. Certains d'entre eux possèdent de splendides jardins intérieurs. Outre les spécialités internationales, on y sert bien évidemment l'authentique cuisine maltaise. Certains de ces restaurants possèdent également de superbes terrasses qui offrent une belle vue panoramique sur l'ensemble de l'île.
À mi-chemin entre Mdina et Rabat se trouve la villa romaine où l'on peut admirer des ruines de l'époque romaine ainsi qu'une intéressante collection d'objets. Les amateurs d'art pourront y découvrir les restes d'une mosaïque en mauvais état, des fragments de statues, un peu de céramique, des masques de théâtre, des lampes à l'huile, une presse à olives, etc. La plupart des touristes ne visitent Rabat que pour ses catacombes. Pourtant, la ville dégage du caractère avec ses petites rues, ses boutiques, ses maisons qui méritent une plus grande attention. On la considère comme un faubourg de Mdina. Le développement de Rabat s'est accompagné d'une expansion commerciale. Aujourd'hui, la ville croît et prospère indépendamment du prestige de Mdina. L'église paroissiale de Rabat est construite sur une grotte. Selon une légende, saint Paul y aurait vécu lorsqu'il s'est trouvé pour une période de 3 mois sur l'île de Malte. La grotte renferme une statue de saint Paul sculptée par Le Bernin, élève de Michel-Ange, et apportée de Rhodes par le grand maître Manuel Pinto de Fonseca. Rabat possède un vaste réseau de catacombes. Les plus étendues, les catacombes Saint-Paul, sont un réseau de tunnels, de niches et de tombes creusées dans la pierre qui remonteraient au IVe et Ve siècle. Les chrétiens de Malte procédaient à l'enterrement de leurs défunts, contrairement aux Romains qui pratiquaient la crémation. Ils adoptèrent la sépulture des Juifs de Palestine en creusant ces vastes labyrinthes. Des caveaux familiaux sont creusés dans la pierre. Il existe aussi des estrades de pierre, des bancs et d'anciens autels utilisés par les premiers chrétiens. Des restes de fresques sont également visibles sur certaines tombes.
Le petit musée Sainte-Agathe rassemble une collection d'objets rares de l'époque romaine à l'époque actuelle. Des fragments de pierre ornés de bas-reliefs en provenance des anciens murs de l'église de Sainte-Agathe méritent une attention particulière. Ils représentent des gens, des animaux, des rosettes et des croix, mais aussi des passages de la Bible. Ils font partie d'une frise dont les ornements suggèrent des offrandes votives. Une partie de ces fragments a été réutilisée pour faire la façade de la nouvelle église. À 1 kilomètre du village de Dingley, les spectaculaires falaises tombent de 253 mètres de haut sur les terrasses cultivées vers la Méditerranée qui se situe en contrebas. Sur les falaises de Dingley, on a le sentiment que Malte est redevenue une immense étendue sauvage. La nature y est remarquablement préservée. Près du point culminant, la chapelle Madeleine, sans doute le bâtiment le plus isolé de Malte, n'est ouvert que le 22 juillet pour la Sainte Madeleine. Une plaque informe quiconque cherche à fuir la justice qu'il ne trouvera pas refuge en ces lieux. Cet avertissement date du début du XVIIe siècle, quand les chevaliers cherchaient à limiter la protection offerte par l'Église. À différents endroits, de petits sentiers descendent des falaises en direction de l'intérieur des terres où l'on pratique l'agriculture intensive. Pratiquement aucun vacancier ne s'aventure jusque-là, alors que le paysage y est splendide et qu'il compense largement les fatigues du voyage.
Le village de Dingley compte 2000 habitants. Il se situe à plus de 240 mètres au-dessus du niveau de la mer et est donc le village le plus élevé de Malte. La meilleure manière de découvrir les îles de l'archipel maltais est d'en parcourir les côtes en bateau. Nous partirons donc de la baie de Sliema pour découvrir les côtes nord des îles de Malte et de Gozo, et au retour, nous nous arrêterons dans le lagon bleu de l'île de Comino pour aller visiter les grottes qui trouent les falaises. Au départ de Sliema, c'est d'abord la silhouette de la ville de La Valette qui retiendra notre attention avant de longer toutes les infrastructures touristiques et hôtelières qui parsèment la côte. La baie Saint-Paul comprend différentes localités dont les limites s'enchevêtrent. À l'opposé de la baie Saint-Paul, avec son centre historique, les autres agglomérations seraient des villes mortes sans l'arrivée des touristes qui envahissent les hôtels et les appartements. Il y a 20 ans, il n'y avait qu'un petit port de pêche. À l'heure actuelle, ces localités comptent 5000 habitants et 15 000 lits pour les vacanciers.
De l'hôtel maritime Selmoun Palace dépend une impressionnante tour de guet du XVIIe siècle construite par les chevaliers de Saint-Jean. Les chevaliers ne l'ont jamais utilisée parce qu'ils louaient les terrains de chasse environnants. C'est sur la petite île Saint-Paul, à l'entrée de la baie, que l'apôtre Paul aurait fait naufrage. On y a construit un monument commémoratif datant de 1845. Selon la Bible, le navire transportant Saint-Paul et Saint-Luc vers leur jugement à Rome s'échoua là où deux mers se rejoignent. La proue s'enlisa et la poupe fut brisée par la violence des vagues. Toutefois, ils parvinrent à gagner la côte sains et saufs, et ce n'est qu'à ce moment-là qu'ils surent que cette île s'appelait Mélita, c'est-à-dire Malte. Après avoir longé très rapidement l'île de Comino, où nous reviendrons tout à l'heure, nous apercevons la ville de Mgare, qui est le port principal de l'île de Gozo.
La région nord de Gozo se caractérise par de longues et verdoyantes vallées qui descendent jusqu'à la mer et sont flanquées de villages perchés au sommet des collines. Régulièrement, la cathédrale de Victoria, la capitale située au centre de l'île, apparaît entre les collines. La baie de Marsalforn est bordée par un front de mer particulièrement animé les soirs d'été. À l'arrière-plan se dresse, sur une petite butte, une statue du Christ qui domine la vallée et la baie. Le nom de cette localité se traduit par « la baie du boulanger » et nous rappelle qu'autrefois il y eut à cet endroit des fours qui servirent à la cuisson des pains pour tous les Iliens. À mi-chemin entre Malte et Gozo, Comino s'étend sur 2,5 km². Ancien repère de pirates, elle reçoit aujourd'hui les touristes en quête de solitude, de détente et les amateurs de sports nautiques de tout genre. Ni route, ni voiture, un seul petit chemin relie les deux hôtels nichés dans les baies en face de Gozo. Dans les eaux turquoises du lagon bleu, sur la côte d'Échiqueté, on croise de nombreux bateaux et des férus de plongée qui s'y retrouvent pour explorer les fonds marins.
Entre les rochers, on aperçoit le ferry qui assure la liaison entre Malte et Gozo et qui s'apprête à rejoindre le port de Mgare tout proche. L'une des principales curiosités de l'île de Comino et du lagon bleu est le nombre considérable de grottes qui parsèment ces côtes déchiquetées. Celles-ci ne peuvent être visitées que par de petites embarcations qui permettent de pénétrer dans les couloirs étroits creusés dans la roche.
Le plafond de l'une des plus grandes grottes s'est effondré. Dans la paroi, la nature a sculpté un visage humain qui semble habiter l'endroit, veiller sur la beauté du site et protéger l'une des plus belles baies de tout l'archipel maltais. Au fond de l'une des grottes marines débouche un souterrain provenant de la tour de Comino, une fortification du XVIIe siècle construite au centre de l'île.
Dominant l'île, la tour de Comino, construite en 1618 par le grand maître Alof de Wignacourt pour protéger Comino des envahisseurs. Elle servit plus tard de pavillon de chasse. Comino tient son nom d'une plante aromatique, de cumin, que l'on y trouvait jadis. À présent, l'île se caractérise par son paysage rocheux. Ses falaises abritent de nombreux oiseaux. Ils se multiplient durant la saison de migration, mais aucune espèce n'est endémique à Gozo. Au Moyen Âge, la côte sud de l'île de Comino était habitée par plus de 200 paysans. Seule une poignée de gens y habitent encore de nos jours de façon permanente, auxquels viennent s'ajouter en été 150 employés d'hôtel et 280 vacanciers. Depuis notre départ le matin, la lumière a changé sur la ville de La Valette, mais le clocher de la cathédrale Saint-Paul et la coupole de l'église des Carmélites sont toujours là pour nous accueillir à notre arrivée dans la baie de Sliema, où le soleil découpe la silhouette des bateaux amarrés le long du front de mer.